Eh oui, bravo. Vous êtes sur les ondes de Top Pot, votre podcast en français sur la science, l'industrie et la consommation du cannabis. Mon nom est Luc Prévost et j'ai le plaisir de vous recevoir dans un cannabistro virtuel, le Top Pot. Bienvenue chez vous. Top Pot ne donne aucun conseil. Consultez votre médecin, votre pharmacien, votre avocat, votre journaliste préféré, le législateur ou la personne de science de votre choix. Aucun des auteurs, contributeurs, commanditaires, administrateurs, toute autre personne liée à Top Pot ne peut être tenu responsable de quelque manière que ce soit de votre utilisation de l'information contenue dans le podcast. Vous allez bien? Le chanvre est bon par chez vous? Avant de se lancer dans l'épisode de la semaine, un petit retour sur l'épisode 90 intitulé « Je fume mon cannabis, ma bouche est en santé ?» Encore une fois, beaucoup d'échanges et de témoignages incroyables. Il y a un internaute qui m'a dit que l'épisode lui avait donné le courage d'arrêter de fumer la cigarette. Pas des joints, la cigarette. L'épisode 90 a eu des effets secondaires que je n'aurais jamais pu imaginer. Merci pour l'hommage collatéral. L'épisode 91, celui de la semaine passée avec François-Olivier Hébert, a bien fait aussi. Beaucoup d'internautes ont reconnu en lui une grosse pointure du cannabis scientifique. J'ai le plaisir de vous annoncer que l'on travaille déjà sur de nouveaux épisodes. Personnellement, c'était pour moi un épisode qui m'a beaucoup apporté de joie et de connaissances. Aujourd'hui, on aborde plusieurs sujets en tentant de répondre à une seule question. Le meilleur pot pousse à l'intérieur ou à l'extérieur? Évidemment, comme d'habitude, je vais tenter de partager les quelques fragments de science disponibles sur le sujet, en gardant l'esprit ouvert sur les différences entre la théorie, les pratiques usuelles et les bonnes pratiques. 3 choses très différentes dans la vraie vie. OK, vous le savez, quand je suis au comptoir du Top Pot, je commence toujours par un petit café. Une seconde. Hé, MJ! Salut! Ah! OK. Mon habituel, s'il te plaît. Super. Ouais, de retour. Je commence par vous annoncer que j'ai partagé avec vous une vidéo TED dans laquelle le Canadien Dan Sutton présente les problèmes de la culture intérieure du cannabis. Ce qu'on va appeler aujourd'hui la culture en bunker avec des murs de plastique blanc. L'intérêt du vidéo repose sur une question toute simple. Pourquoi l'industrie de la tomate n'utilise pas les mêmes techniques que l'industrie du cannabis? On va y revenir. On touche ici, il faut le dire, un sujet qui est aussi clivant que le mythe de la cendre blanche. Tout le monde a une opinion, et une opinion assez ferme, ma foi. La question que je pose tombe bien, car récemment, il y a eu un arrivage de fleurs cultivées en extérieur à la SQDC. Les fleurs de CBD de Après la pluie. Blackpool a fait un petit test et les curieuses vont trouver un lien dans les notes de l'épisode pour l'écouter. Si vous reconnaissez l'entreprise, vous avez alors peut-être déjà écouté l'épisode de Top Pot, c'était l'épisode 8, sur l'entreprise Après la pluie. J'ai eu la chance de demander à 2 ou 3 maîtres cultivateurs qui travaillent dans l'industrie s'ils avaient une préférence pour la culture intérieure ou extérieure. Tous ont indiqué préférer le pot de bunker, le pot d'intérieur. Par contre, après 2 ou 3 minutes de discussion, tous étaient d'accord pour affirmer qu'ils n'avaient jamais goûté, jamais testé un pot d'extérieur provenant d'un vrai terroir. Donc, je vous pose les 2 mêmes questions que j'ai posées à plusieurs professionnels du cannabis. Selon vous, le meilleur pot pousse à l'extérieur ou en bunker intérieur? Et deuxième question, est-ce que vous avez déjà goûté à du pot de terroir? On va revenir à ces questions à la fin de l'épisode. Et évidemment, quand je parle de pot de terroir, je veux dire qu'il ne s'agit pas de sacs ou de contenants de 100 gallons, par exemple, que l'on cache dans la forêt pour y planter ses plants. Juste une seconde. Hey, merci, MJ. Ouf. Je l'ai dit, je le répète, je suis un très haut répondeur au café. Alors, personnellement, j'ai eu la chance de goûter il y a des millions d'années à du pot qui venait d'un champ près du mont Saint-Hilaire et qui avait séché dans une grange, la tête en bas, comme dans les films. Et je ne sais pas comment l'affinage avait été réalisé, mais
j'avais reçu 2 branches en cadeau et je m'en souviens encore 25 ans plus tard. Plus récemment, j'ai pu goûter à la production d'un producteur délégué de cannabis médical qui avait fait quelques tests en extérieur. Mon souvenir le plus vivide était la qualité de la fumée, qui avait donc des propriétés que je ne croyais pas possibles. C'est le même genre de surprise dans la tête que lorsque tu te presses une orange après avoir bu pendant X nombre de semaines ou de mois du Kool-Aid à l'orange. La surprise est toujours mémorable. Et je peux vous dire que la surprise est la même entre une orange achetée à Montréal et une orange que l'on décroche d'un arbre en Floride, par exemple. Donc, je vous propose de commencer de manière très classique en déclinant de façon méthodique le pour et le contre de chacune des méthodes. Je vous propose le format suivant. D'abord, le pour et le contre de la culture intérieure en bunker et ensuite le pour et le contre de la culture extérieure. Après cette première étape, on pourra évidemment ensuite aborder la qualité spécifique de la récolte des 2 types de cultures. Vous êtes prêts? On y va. Donc, les avantages de la culture intérieure. Il y a 12 000 ans, personne ne cultivait de pot en bunker. Voilà une très mauvaise raison pour croire que la pratique du bunker n'a pas de sens aujourd'hui. Je vous donne un autre exemple que j'ai peut-être déjà utilisé sur Top Pot. Sans l'usage de la fourrure et du cuir des animaux, les colons de la Nouvelle-France n'auraient jamais pu survivre. Est-ce que cela justifie l'utilisation de la fourrure en 2022? Je vous réponds avec un autre exemple. Il fait très froid dans l'espace. Il fait très froid sur la Lune. Vous êtes d'accord, j'espère? Eh bien, c'est un fait indéniable qu'aucun astronaute n'a jamais porté de fourrure lors d'une exploration spatiale. Ce qui était vrai, plausible et pertinent il y a 12 000 ans ou 200 ans au Québec peut changer dans le temps. Alors, la culture intérieure abolit les saisons. On peut dire que c'est un progrès dans certaines circonstances. Ne pas dépendre du chaud, du froid, de la pluie ou du soleil simplifie la vie et permet d'augmenter le rythme des récoltes. Cela veut dire aussi que les conditions d'une salle de culture peuvent être ajustées pour un cultivar en particulier. On peut contrôler la longueur de la nuit, la vitesse du vent, ainsi que sa direction et toutes sortes d'autres paramètres incroyables. Dans un tel environnement, le maître cultivateur devient rien de moins que le maître de l'univers, capable de nourrir ses plants au compte-gouttes, avec une intention comparable à la mère qui donne le sein à son enfant. D'ailleurs, dans les 2 cas, c'est drôle, je trouve, on s'assure que le petit rototo, le burping dans le cannabis, est bien effectué. C'est essentiel dans les 2 cas, avec le bébé et avec le pot. Le soleil est remplacé par des lampes, qui elles-mêmes sont remplacées fréquemment car elles évoluent d'une saison à l'autre. Il y a l'effet mode, mais il y a aussi un effet scientifiquement prouvé d'avancement de la technologie. Toujours plus de puissance à des coûts de plus en plus bas. La dernière mode, ce sont évidemment les lampes LED. Mais la culture en bunker, c'est aussi l'avènement de la culture verticale, qui fait la promesse de tout révolutionner. Par contre, les coûts de démarrage sont tels que cette aventure ne peut être soutenue que par de grands groupes industriels, pour l'instant en tout cas. L'automatisation de précision est aussi un autre avantage réel de la culture intérieure. Tu veux reproduire, je ne sais pas moi, les matins froids des montagnes du Rif marocain? Facile. Tu veux reproduire l'altitude de Denver? C'est possible. C'est plus cher, mais c'est possible. À défaut d'offrir un vrai terroir, la culture intérieure peut créer des climats virtuels qui n'existent pas dans le vrai monde. Et ça, c'est un avantage incroyable. Mais il y a aussi des inconvénients. Et c'est ce qu'on va regarder maintenant. Les lampes pour la culture intérieure promettent de remplacer le soleil et de faire disparaître les nuages. Dans la vraie vie, le soleil est gratuit, pas l'électricité. Et la lumière du soleil est ce qui a permis l'apparition de l'humain et du cannabis. Une lampe LED n'aurait jamais pu accomplir ce travail. Donc ça veut dire que ce n'est pas exactement la même chose. La lampe LED fait ce qu'elle fait, mais ce n'est pas le soleil. Et les parasites, oui, les parasites
adorent la culture intérieure. Pourquoi? Parce que le bon Dieu du producteur autorisé, le maître cultivateur, doit manipuler toutes les manettes des contrôles de l'environnement pour ses cultures. La température, les sources de lumière et leur positionnement, les sources et le débit d'air, l'humidité aussi. Voici quelques-uns des paramètres qui, lorsqu'ils sont mal contrôlés, vont provoquer le développement d'agents pathogènes comme le botrytis, par exemple. Les contaminations croisées sont évitables, évidemment, mais au prix de constants efforts prophylactiques pour prévenir leur apparition. Ça me rappelle que le propriétaire de la ferme Golden Peak au Nouveau-Brunswick, Tom DeVoe, m'a déjà confié en entrevue que son budget total de protection, les gants de latex, les savons et autres produits nettoyants, constituait presque une surprise tellement ça coûtait cher et que c'était une dépense ou un investissement fréquent. OK, dans un autre registre complètement, il y a des producteurs autorisés qui ont construit leurs bâtiments. D'autres adaptent des bâtiments existants. Dans les deux cas, il va y avoir des surprises coûteuses. En fait, tout coûte très cher en intérieur pour respecter les contraintes de Santé Canada. Il n'y aurait pas d'industrie québécoise de la tomate si elle devait respecter les obligations imposées aux producteurs autorisés de cannabis. Mais on ne fume pas les tomates. C'est ça la grande différence. Alors, il y a des tonnes d'autres problèmes provoqués par la culture intérieure. Si on veut simplifier à l'extrême, on peut dire que le coût de production en intérieur sera toujours plus élevé que la culture extérieure. Beaucoup plus cher. Beaucoup, beaucoup plus cher. Heureusement pour l'industrie québécoise, les importations sont interdites pour l'instant. Aujourd'hui, les producteurs autorisés canadiens évoluent dans une petite compétition nationale. La fermeture des frontières ne sera pas éternelle. Les accords de libre-échange signés par le Canada vont finir par produire leurs effets. Et en général, ça va être des effets d'ouverture. Et quand les frontières vont s'ouvrir, les offres de produits de qualité médicale bio non irradiés vont abonder. Et les dominants, dans un marché verrouillé par le législateur, vont devoir faire face à des produits équivalents ou supérieurs pour une fraction du prix. C'est juste une question de temps. Vous n'êtes pas d'accord? lucprévost@hotmail.com. Écrivez-moi. Je veux comprendre là où je me trompe, quoi. Alors maintenant, on passe à la culture extérieure et à ses avantages. Commençons par enfoncer cette grande porte ouverte. Si la culture extérieure n'avait jamais été pratiquée, la SQDC aujourd'hui ne pourrait exister. C'est clair. Cela fait quelques dizaines de milliers d'années que l'humain cultive le cannabis à l'extérieur. Il a toujours su trouver les bons cultivars pour chaque région et chaque microclimat. Il s'agit de penser aux Marocains, encore une fois, de la région du Rif, qui ont longtemps utilisé des espèces qui exigeaient peu d'arrosage. Mais depuis quelques années, tout l'écosystème du Rif est perturbé par l'utilisation de cultivars qui donnent de plus grosses récoltes, mais au prix de l'utilisation davantage de produits agrotoxiques et d'arrosage intensif qui déstabilisent l'accès aux ressources hydriques de toute la région. En culture extérieure, les insectes pertinents sont gratuits et au travail toute la journée, peut-être même la nuit. La gang des guêpes, fourmis et coccinelles se gave de parasites pour le plus grand plaisir des plants. Sans plafond aussi, les plants les plus vigoureux peuvent prendre de la hauteur pour tenter de toucher les nuages sans que ça dérange personne. Évidemment, les rendements en extérieur sont beaucoup plus grands. Le CO2 indispensable à la croissance qui est injecté dans les salles de culture est gratuit à l'extérieur. De plus, le bon sol pour un cultivar X, Y ou Z contient tous les nutriments dont le plant a besoin. Un autre besoin comblé par la nature plutôt que par un marchand de terreau ou de substrats neutres comme la noix de coco indienne importée par conteneur. L'empreinte écologique d'une culture extérieure brille en comparaison d'une culture intérieure. Pas d'éclairage, pas de déshumidificateur, pas d'humidificateur, pas de ventilateur, pas de plancher chauffant, pas de, vous avez compris. J'ai trouvé des comparaisons intéressantes pour illustrer un peu tout ce que je viens de dire. En Californie, la production d'1 kilo de fleurs de cannabis exigerait l'équivalent de 90 kilos de charbon.
Quelle drôle de comparaison, hein? Parce que personne ne connaît le charbon en Amérique. J'ai peut-être trouvé cette étude en Europe. Est-ce que vous avez déjà utilisé du charbon pour vous chauffer? J'ai eu cette chance pendant quelques années en Belgique. Je me rappelle encore du crépitement de la poussière dans le fond de la pelle quand je chargeais la gueule du foyer qui se trouvait dans la cuisine de la maison de maître où j'habitais à Anvers. L'odeur aussi est assez spéciale. Donc, une fleur qui pousse à l'extérieur a des qualités organoleptiques particulières, impossibles à imiter à l'intérieur. Pensons-y ensemble quelques secondes. Le champagne, le vin le plus cher au monde, est cultivé en extérieur. Il n'est jamais venu à l'esprit des champenois de s'éloigner de leur sol pour cultiver en intérieur, bien que le champagne appartienne à la catégorie des produits de luxe. C'est l'idée même du terroir qui est au centre de la vraie promesse de la culture extérieure. Et la Californie, qui n'attend pas après le Québec, a déjà 1 ou 2 programmes d'appellation contrôlée bien installés en place. Nous sommes toujours dans la culture extérieure et ses avantages. Tu cultives dans un coin où il y a plus de pluie au moment de la récolte, un maître cultivateur éveillé va planter une espèce avec un cycle de croissance plus court pour éviter ces pluies. Cultiver en extérieur n'est pas une méthode plus facile, c'est une méthode différente. Il y a autant de recherche et développement en extérieur qu'en intérieur. Il est très facile d'inonder une parcelle pour voir qui va survivre et devenir le champion du coin. La première plante qui ne pourrit pas immédiatement un tel traitement est une bonne candidate pour une région fortement touchée par la pluie. Mais forcément, l'industrie des fournisseurs de ventilation, automatisation et chauffage ne peut rien vendre à un producteur extérieur. Rien, ou si peu. Il est presque normal de lire à tous les jours que les fleurs d'intérieur sont supérieures dans les médias qui survivent avec la publicité d'une industrie dédiée à la culture intérieure. Ne vous méprenez pas, hein? Je n'insinue même pas qu'il s'agit d'une forme de malhonnêteté intellectuelle. Je dis simplement qu'il n'existe aucun média au monde qui va mordre la main de l'industrie qui lui permet d'exister. Hein? Ça va de soi. Et la culture extérieure a aussi ses chasses au phénotype idéal qui amusent tous les producteurs autorisés qui cultivent en bunker. Cette recherche est aussi ouverte pour les maîtres cultivateurs spécialisés en culture extérieure, mais on en parle rarement ou jamais. Je vous propose une ovni, une opinion vulgaire non informée. Je prédis que ce n'est qu'une question de temps avant qu'apparaisse l'équivalent du Jean-Guy québécois, mais disponible uniquement en culture extérieure. Un Jean-Guy de terroir, quoi. Un cultivar qui pourrait peut-être être planté à l'automne dans une boulette d'argile et qui commencerait à pousser dès la fonte de la neige. Un cultivar qui pourrait peut-être être planté à l'automne dans une boulette d'argile et qui commencerait à pousser dès la fonte de la neige. Un cultivar qui serait récolté pour la Saint-Jean. Une folie? Je ne crois pas. Et de toute façon, on a le droit de rêver, hein? Existe-t-il des désavantages à la culture extérieure? Ben oui, quelques-uns. En Montérégie, il ne pleut pas à 14 heures à chaque jour comme à Belém do Pará en Amazonie. J'ai vécu là quelque temps et les pluies de 2 heures, à Chuvas das Duas, la pluie de 2 heures, ou de 14 heures si vous êtes dans ce format-là, eh bien, elles sont ces pluies-là aussi prévisibles que les défaites des équipes sportives de Montréal. C'est pas compliqué. Tu regardes ta montre, presque 2 heures, tu sors dehors. En 10 minutes, tu as de l'eau jusqu'aux genoux dans la rue principale de Belém. J'avais une vieille paire de chaussures de cuir que j'ai portées une fois. Je les range dans une armoire quelque part de l'hôtel où l'on vivait, ma belle et moi. 1 mois plus tard, en faisant le ménage, j'ai retrouvé mes chaussures, mais avec une mousse verte sur tout le périmètre de la semelle. La végétation poussait sur mes chaussures. C'est la seule fois de ma vie où je me suis promené en gogoune pour aller dans un restaurant. C'est une ville incroyable, Belém. D'ailleurs, le dossier du cannabis au Brésil va être passionnant à suivre. On revient au Québec. On revient au Québec où les variations de température sont plus imprévisibles. Une année, il fait chaud avec peu de précipitations. On est presque dans un climat tropical. L'année d'après, ça peut être le déluge et les nuages peuvent être omniprésents. Ça prend du talent pour comprendre tout ça. Quand ton appareil de climatisation ne fonctionne plus, tu appelles le fournisseur qui te l'a vendu. Et peut-être que tu pars une génératrice en attendant. Quand il fait plus chaud
qu'à la moyenne, à l'extérieur, le maître cultivateur est seul face à ses choix. Trop chaud, trop froid, tu fais quoi? Il faut avoir la réponse quand tu plantes. Après, il est déjà trop tard. Et les gros prédateurs? Non, pas les méchants deux pattes qui arrivent en camion. Je pense par exemple tout simplement aux cerfs de Virginie. Est-ce que les cerfs qui mangent les plants extérieurs peuvent être stone? Faudrait leur demander. Une tornade avec ça? Un incendie dans la forêt voisine? Il y a de multiples facteurs qui peuvent causer problème à une production extérieure. OK. La production extérieure donne beaucoup sans rien demander en retour. Par contre, la perte totale de contrôle sur la température implique l'utilisation de cultivars exceptionnels et des maîtres cultivateurs avec une formation complètement différente. OK. Disons qu'on a un peu débroussaillé, qu'on commence à voir un peu plus clair. On n'est pas sorti du champ pour autant. On va maintenant parler d'argent, du coût de la culture du cannabis. Évidemment, ce sujet nécessite normalement à lui seul un épisode. Mais on peut se donner rapidement une idée de grandeur. Comment? En consultant les petites annonces. J'en ai discuté récemment. Cette semaine, il y a encore une fois au minimum 5 installations de production de cannabis à vendre au Québec. La moins chère est vendue 800 000 $. La plus chère vaut 5,5 millions, si ma mémoire est bonne. Ça, c'est le coût d'acquisition, pas le coût de fonctionnement qui va varier selon le niveau d'automatisation et les méthodes de culture pratiquées. J'ai des chiffres très précis à partager avec vous. Par exemple, le coût de production au kilo ou au gramme, qui exclut la gestion, le marketing, la distribution, qui vont varier fortement en fonction de l'environnement législatif. Et ici, donc, je tente juste de faire l'inventaire minimum à des fins de comparaison avec la culture extérieure. Ce qui est le plus facile à comprendre, c'est l'avantage évident de la répétition des récoltes. C'est là où l'humain peut se moquer un peu des dieux du climat. Il y en a quelques-uns. Poséidon, responsable des tremblements de terre, Hélios, le dieu du soleil, Sélénée, la déesse de la lune, et le fameux Zeus, qui s'amuse avec la pluie et la foudre. Il n'est pas inutile de rappeler que c'est un philosophe, Aristote en l'occurrence, à qui on attribue la création de la météorologie. C'est vrai que quand il pleut trop et que tu vas perdre ta récolte, c'est utile d'être philosophe. On va maintenant examiner le coût de la culture du cannabis à l'extérieur. Grosso modo, on peut affirmer que la culture extérieure du cannabis doit ressembler aux contraintes financières des fermiers québécois, des maraîchers. Beaucoup d'argent au démarrage et peu par la suite. J'avoue ne pas connaître l'ensemble des exigences en termes d'installation minimum pour un microproducteur de culture extérieure. Mais si tu as déjà un terrain, un climat que tu comprends bien, en caricature, on peut dire que l'essentiel est déjà là. Oui, la surveillance du terrain doit coûter plus cher que la surveillance d'un bunker. Mais là aussi, la technologie offre des nouveaux moyens pour faire face à ces défis. Je pense entre autres aux drones autonomes pour la surveillance et l'agriculture de précision. J'ai déjà couvert le sujet dans l'épisode 4, si ma mémoire est bonne, avec une présentation de la technologie de Téléspatio France. Cette solution est valable pour des superficies énormes et sont hors de la portée des microproducteurs ou même des petits producteurs qui ont une licence standard. Mais ça existe et on peut penser que les prix vont baisser. Je suis récemment entré en contact avec un producteur canadien de cannabis THC en extérieur. Je me promets évidemment de lui demander une entrevue pour discuter du sujet. Sans entrer dans les détails, il est clair que la partie culture coûte beaucoup moins cher en extérieur. OK. On s'est orienté juste pour partir du même endroit dans la partie cruciale de notre discussion. Le meilleur pot pousse à l'intérieur ou à l'extérieur? Commençons par nous entendre sur le fond. On va maintenant parler de qualité. Certains facteurs sont intangibles, comme l'odeur. Mais vous et moi, on est de bonne foi, on se connaît un peu, alors on va se faire confiance et avancer tout en douceur. Et on va débuter par une analyse des différences visuelles. D'abord, la taille. Sur les réseaux sociaux, il est clair que la majorité des consommateurs de cannabis préfèrent les grosses fleurs, qui sont associées, plus que les petites, à un produit de qualité. Si on ose faire une comparaison avec les fraises,
Tout le monde sait pourtant que les plus grosses sont rarement les meilleures. Mais ce type de raisonnement ne semble pas s'appliquer au cannabis, dans la tête des consommateurs en tout cas. Et là, les fleurs de culture extérieure gagnent le concours haut la main, les doigts dans le nez. Les fleurs extérieures, comparées à leurs sœurs d'intérieur, ressemblent à des culturistes, rien de moins. Et la densité des fleurs, parce qu'il n'y a pas juste la taille, il y a la densité aussi. Eh bien, avant la légalisation, les fleurs de culture extérieure et leurs plants étaient moins bien traités après la récolte. Séchage inégal, manipulation grossière, transport en vrac dans des sacs de poubelle qui étaient beaucoup moins respectueux, ce genre de choses. Le moment de la récolte était parfois loin d'être idéal également, car il était parfois déterminé par beaucoup de facteurs externes à la culture en soi. Je pense évidemment au travail de la police, en avion et en hélicoptère, mais aussi aux voleurs qu'il faut savoir déjouer et qui eux-mêmes utilisent l'avion, l'hélicoptère et toutes sortes d'autres technologies. À l'inverse, les mariculteurs d'intérieur, les pros comme les amateurs, eux pouvaient exercer et peuvent toujours exercer plus de contrôle sur toutes les étapes après la récolte. Il n'y a personne qui te regarde passer du salon à ton sous-sol, alors que de sortir des plants d'un champ attire plus de regards et de convoitises, ça va de soi. Parce que toutes les étapes après la récolte étaient davantage respectées, historiquement, la densité des fleurs extérieures était meilleure, plus grande, plus forte. Ah, la taille et la densité. Il s'agit en fait de deux critères arbitraires qui, dans le fond du fond, ne décident de rien. Ce sont précisément des critères facilement manipulables qui ne disent rien de ce qui est important. C'est un peu comme les critères esthétiques pour décrire les humains. Les mannequins femmes sont grandes et maigres et leur image ne correspond qu'à une fraction de pourcentage de la population générale. Prenons un exemple classique. L'appréciation de la poitrine chez les humains change, autant chez les hommes que chez les femmes. Au cinéma, par exemple, il est de plus en plus courant pour les hommes de devoir montrer leur torse nu. C'est nouveau. La série Reacher de Netflix est l'exemple parfait. Le personnage principal est tellement énorme qu'il n'a pas les deux épaules dans le même code postal. Et chaque épisode montre son torse rasé de plus près que sa face. Ce qui est clair, c'est que l'on voit plus la poitrine du héros que celle de l'héroïne. C'est un changement de paradigme. La taille de la poitrine chez les hommes, chez les acteurs masculins, devient de plus en plus importante sans que cela améliore, dans les faits, la performance de l'acteur en question. Mais c'est devenu un des éléments importants du casting des rôles masculins. Quand DiCaprio a commencé à engraisser, on a inventé un terme pour le décrire. On dit qu'il a un corps de papa, dad's body, ou quelque chose dans ce genre-là. La même chose n'existe pas pour les femmes. Et la taille de la poitrine chez les femmes, même chose. La culture américaine s'est imposée partout, avec ses seins en forme de bombe, presque. Même au Brésil, où c'est historiquement le derrière qui était mis de l'avant. Aux États-Unis, ça bouge un peu depuis l'apparition des Kardashians. J'espère que j'ai bien prononcé leur nom. Comme quoi, l'idée de la beauté est une suite de critères interchangeables selon les époques. En 2022, grâce à la légalisation, on peut penser que la situation n'est plus la même, parce que la culture extérieure est en train de retrouver ses lettres de noblesse, et que la notion de terroir va devenir un facteur réel de différenciation dans le marché hyper compétitif de la fleur de cannabis, dont le prix est par ailleurs en chute libre partout dans le monde. On peut questionner plus que jamais la fausse relation entre la taille et la densité des fleurs et la qualité d'un produit de cannabis. Après l'évaluation de la densité de la fleur, on peut discuter de la densité des trichomes. D'après ce que je peux comprendre de mes discussions informelles, droite et à gauche, c'est ici que la culture intérieure est supposée briller en comparaison de la culture extérieure. Ce n'est pas seulement un travail plus précis au niveau de l'éclairage, selon moi, mais surtout le fait qu'à l'extérieur, la pluie peut parfois tomber avec beaucoup de vélocité, surtout sur une parcelle mal protégée du vent. Et il n'y a pas de pluie en culture intérieure. Oups! Mais c'est à la fois un travail d'anthropologue doublé d'un agronome qui permettrait d'y voir plus clair. J'avance ici, encore une fois,
un peu comme l'idiot du village, car je n'ai pas cette expérience de culture à l'intérieur ou à l'extérieur. Mais je me permets immédiatement une remarque qui ne peut être contredite. Prenons un autre produit extérieur exporté partout dans le monde. Oui, le thé. Et comment le thé est-il récolté? En effectuant une récolte qui s'étale sur plusieurs mois. Il existe la cueillette, la première dite impériale, qui ne s'intéresse qu'aux premiers bourgeons et feuilles. Il y a ensuite une cueillette fine, et ainsi de suite. Il y a un phénomène de dormance dans la plante par rapport à cette méthode, et je n'irai pas plus loin de peur de raconter des bêtises. Ce que je peux affirmer, par contre, c'est qu'en différant les moments de la récolte, les producteurs créent d'autres plus-values reconnues mondialement par tous les consommateurs de thé. Une des réputations de la culture extérieure, c'est de produire beaucoup plus, mais des fleurs qui sont de taille complètement inégale, d'une façon beaucoup plus exagérée qu'à l'intérieur. C'est le soleil, hein? Le soleil fait son travail. Mais imaginons une cueillette qui irait chercher que les plus belles fleurs qui permettraient de créer de nouveaux produits. Je pense au Beaujolais nouveau. Et je termine mon exemple en reprenant les propos de Jean-François Gaudreau de Canalis, propos qu'il a eus dans une conversation téléphonique que j'ai eue avec lui il y a quelques jours. Il me disait que quand il allait chercher une tomate dans sa cour, il n'arrache pas le plant au complet, arrache ou il détache avec précaution celle qu'il va manger. Il laisse les autres mûrir sur le plant. Personnellement, je fais la même chose avec mes salades. Au fur et à mesure de mes besoins, je vais dans la cour chercher juste la quantité de feuilles dont j'ai besoin. Est-ce une méthode plausible pour un géant du cannabis? Je ne sais pas. Par contre, en extérieur, chez un microproducteur, je vois une opportunité commerciale réelle. J'imagine que le premier producteur autorisé qui va oser vendre un pot de 3,5 dans lequel il n'y aurait toujours qu'une seule fleur, eh bien, ce producteur autorisé, il va frapper l'imaginaire des consommateurs. Personne ne va l'oublier. Donc, mon expérience de consommateur ne me permet pas de proposer une réponse définitive sur la production comparée de trichomes produits à l'extérieur et à l'intérieur. Je ne pense pas être le seul Québécois dans cette position. Est-ce que les trichomes d'un cultivar qui a poussé à l'extérieur sont exactement les mêmes que sur un cultivar similaire qui aurait poussé à l'intérieur? Je le répète, je suis incapable de répondre à cette question. Mais si vous avez un début de réponse, je suis curieux. lucprévost@hotmail.com. Par contre, j'ai trouvé ceci, oui. Une revue scientifique des connaissances actuelles qui tente de synthétiser notre compréhension réelle des trichomes glandulaires du cannabis. Et là, je cite texto. D'un point de vue scientifique, de multiples questions intéressantes sont associées aux trichomes glandulaires. Ces questions portent principalement sur les différences liées au génotype et aux conditions de culture. La façon dont les changements dans la composition du sol, la lumière, les nutriments, les niveaux d'eau et d'autres facteurs environnementaux affectent la densité des trichomes restent largement inconnus pour le cannabis. Nos connaissances sur la façon dont les profils de métabolites eux-mêmes diffèrent entre les variétés sont limitées et principalement basées sur les rapports des cultivateurs qui sont incomplets au-delà des principaux cannabinoïdes et terpènes, laissant une centaine de métabolites inconnus. Notre manque de connaissances dans ces domaines du métabolisme et de la composition du cannabis fait qu'il est difficile de formuler directement des hypothèses sur l'origine et la manière dont les différences se produisent, ce qui souligne la nécessité de normes uniformes, rigoureuses, pour permettre des comparaisons de données impartiales et scientifiquement fondées. Plus nous en saurons sur les trichomes, plus notre connaissance de cette plante sera applicable à ceux qui se trouvent le long de la chaîne de production et de consommation. Fin de la citation. Cette recherche a été publiée en septembre 2021 par une équipe montréalaise, et oui, de l'Université McGill, directement au campus McDonald. On a hâte de voir leurs prochaines études à ces gens-là. Et les couleurs, elles. J'en entends dans le fond du café qui me disent « Hey Luc, les couleurs! » Oui, vous avez raison. Les couleurs. Merci, hein? Tout ce qui pousse à l'extérieur aura tendance à devenir plus foncé. Je vais m'en tenir à cette généralité. Je n'ai pas de repères réels pour discuter du sujet, même s'il était largement documenté.
la couleur du cannabis ne deviendra jamais un obstacle dans l'appréciation d'une fleur, qu'elle soit cultivée en intérieur ou en extérieur. Je vais le dire autrement, une fleur terne à 29 % de THC va faire taire la plupart des remarques, je crois. D'accord, on arrive maintenant au cœur de cette comparaison pour l'immense majorité des consommateurs. Et la puissance, l'effet quoi? Le buzz. En termes d'effet psychoactif, est-ce que la fleur d'extérieur, la fleur des champs, est moins puissante que son équivalent qui pousse en bunker, la fleur des villes? La croyance populaire veut que la fleur d'intérieur soit plus puissante. Si on exclut tout ce qui est anecdotique, il y a quelques études qui sont disponibles. Je ne dis pas que les témoignages anecdotiques sont ridicules. Je précise qu'ils ne suffisent pas. Aux États-Unis, la ferme Sunara Acres, il y a un lien dans les notes de l'épisode, eh bien, cette ferme s'amuse depuis des années à faire pousser les mêmes cultivars à l'intérieur et à l'extérieur. Selon les résultats partagés par ce producteur autorisé américain, les clones cultivés à l'extérieur produisent plus de cannabinoïdes et de terpènes que les mêmes clones à l'intérieur. Fait encore plus intéressant, il y aurait même des terpènes qui étaient présents uniquement dans les fleurs provenant de l'extérieur. Incroyable, non? La ferme confirme des résultats similaires pour tous les cultivars différents qu'elle a testés depuis quelques années. Donc, ce n'est pas un cultivar une année comme ça au hasard. Une autre étude sur 2700 plants réalisés dans la région de Washington a trouvé des taux de THC supérieurs de 1 % pour les plants extérieurs, avec aussi, c'est important, une réponse terpénique supérieure. N'importe quel analyste des ventes de la SQDC vous dira qu'il existe non pas une corrélation, mais un lien de causalité entre le pourcentage de THC et le prix qui peut être demandé. Toute hausse de 1 % mérite son augmentation de prix. C'est un fait. La question de fond qu'on peut se poser en conclusion est la suivante. Si jamais la culture intérieure permettait la création de terpènes de façon un peu plus précise, est-ce que le coût environnemental en vaut la peine? Je ne répondrai pas pour vous. Mais je peux vous poser la question suivante. Par exemple, si vous mangez de la viande, est-ce que vous consommez de la viande bio? Est-ce que les dégâts causés à l'environnement par la production de la viande vous poussent à acheter de la viande bio? Poum, 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 poum. OK. Il est important, je crois, de mentionner que l'extérieur n'est pas sans risque. Ce n'est pas parce qu'un producteur autorisé produit à l'extérieur qu'il ne doit pas faire attention. Un exemple, s'il utilise du fumier, on espère qu'il a testé sa pile de compost pour détecter les métaux lourds qu'il contient. On peut donner de l'arsenic aux poulets et aux porcs pour lutter contre leurs parasites. Du cuivre aussi. J'ai trouvé des chiffres qui font peur. Et là, je cite. Une comparaison entre les teneurs en métaux des lisiers et les concentrations normales de métaux lourds dans les sols montre que la teneur en cuivre des lisiers de porc est de 10 à 40 fois supérieure à celle du sol. Fin de la citation. Disons que ces chiffres sont mauvais ou imprécis. Je voulais juste attirer notre attention sur le fait que la culture extérieure n'est pas le paradis et qu'il faut faire attention à chaque geste. Le beau pot bio extérieur contaminé naturellement, c'est pas intéressant pour personne. Et sans tomber dans l'agriculture végétalienne qui contourne totalement ce problème, il existe des solutions faciles à mettre en place. Si on part du principe qu'il y a des métaux lourds dans tous les sols, le travail du producteur autorisé sera de minimiser leur présence dans ces fleurs, qu'ils travaillent à l'intérieur ou à l'extérieur. Fait important à rappeler, toute la culture extérieure n'est pas bio, loin de là. Alors on en revient maintenant à notre question originale. Le meilleur pot, intérieur ou extérieur? Notre exploration jusqu'à maintenant a consisté à se demander ce qui était le mieux pour le consommateur. On n'a pas une réponse définitive, mais au final, on a avancé, on sait que l'on doit rester éveillé et curieux pour la simple joie de l'expérimentation de nouvelles fleurs et de nouvelles méthodes de cultivation. Mais on peut aussi se poser la question suivante.
Quel est le meilleur pot pour la planète, pour l'environnement, quoi? Une étude de 2018 réalisée par New Frontier Data démontre que cultiver du pot en bunker, à l'intérieur, consomme 18 fois plus d'énergie. C'est plate, mais au Québec, on s'en fout un peu car la nôtre d'électricité, elle est pas chère. C'est même un argument utilisé par certains producteurs autorisés quand ils sollicitent les investisseurs boursiers, en démontrant que le Québec a une certaine forme de privilège, entre autres grâce au coût de l'électricité qui est moins cher. On l'a dit, une culture de type bunker permet de 5 à 7 récoltes par an. Au Québec, en extérieur et avec beaucoup de créativité, on peut peut-être faire 2 récoltes max. Et je ne sais même pas si quelqu'un a déjà réussi. Mais je suis sûr que personne également n'a osé tester le truc des semences roulées en billes avec de l'argile. En franglais, on dit pellettiser. Ça vient du mot pellet qui veut dire boulette. En français, on a le mot boulter. Alors, boulter ces graines de cannabis est une technique propre à l'agriculture phénologique. La phénologie, c'est juste l'étude de l'influence des climats sur les phénomènes périodiques de la vie végétale et animale. Si boulter des semences avec de l'argile vous intéresse, j'ai mis un lien dans les notes de l'épisode pour une vidéo qui montre comment on peut faire ça à petite échelle avec presque rien. Mais restons concentrés sur notre démarche. Il est facile de constater que le stress causé par la production intérieure est réel. L'extraction des matières premières pour le terreau, qu'ils viennent du Québec ou du Sri Lanka pour la noix de coco, est un stress qui n'existe pas dans la culture extérieure. Les lampes au sodium ou au mercure, c'est un stress. Pollution de l'eau, pas si c'est bio, mais le bio n'est pas à la mode dans le cannabis au Canada. Les déchets solides après chaque récolte, c'est un stress. Les émissions de gaz à effet de serre, c'est un stress. L'eau contaminée par un des 96 produits toxiques permis par Santé Canada, c'est un autre stress pour l'environnement. En fait, ni le Canada, ni aucun des pays qui s'intéressent à la légalisation ne s'intéressent parallèlement réellement aux conséquences environnementales causées par l'industrie. On peut continuer de cultiver en bunker exactement comme à l'époque du marché noir original. Est-ce que la machinerie et la culture verticale sont plus sexy qu'un tracteur dans un champ? On dirait que oui. Quand une usine de pot peut s'intégrer dans un parc industriel, tout le monde comprend, tout le monde est heureux. Est-ce que l'industrie a démontré qu'elle était responsable et que le stress de sa production avait diminué depuis les débuts de la légalisation? Non, pas du tout. Mais est-ce que l'industrie du cannabis doit être plus vertueuse que d'autres? Je pense par exemple à Bombardier, qui fabrique plein de petits véhicules qui polluent l'environnement, en plus de rendre le monde fou à cause du bruit. L'industrie du cannabis n'a pas à être plus vertueuse que les autres. Avouons quand même que la légalisation aura tout de même fait disparaître beaucoup de génératrices diesel du marché noir. Qui s'intéresse à l'industrie du cannabis? L'État pour les profits, mais pas plus. Tout le cadre mis en place par Santé Canada exclut totalement l'aspect environnemental de la production. Pour une plante qui promet la santé et le bonheur pour tous, il y a comme une erreur de casting. On peut penser que dans sa sagesse, le gouvernement canadien n'a pas voulu imposer un cadre encore plus rigide, mais ça reste à prouver. Les curieuses qui voudraient en savoir plus doivent s'intéresser aux travaux d'Evan Mills. Ce gars patrouille le champ des dépenses énergétiques reliées à la production du cannabis depuis quelques années. Juste à titre d'exemple, il a chiffré la culture de bunker à 3000 livres de dioxyde de carbone, CO2, pour chaque livre de cannabis produite. Ce chiffre seul ne nous informe en rien. Et il faut le comparer. Combien de CO2 pour produire l'ordinateur sur lequel vous écoutez Top Pot? 70 livres de CO2. Une livre de viande rouge, c'est combien de CO2? 22 livres. Une livre de poulet, c'est 6 livres de CO2 pour la production. Bon, je suis vegan, ça me parle pas beaucoup le poulet. J'ai trouvé pour les pois chiches. Il faut 0,70 % d'une livre, comme genre les 3/4 d'une livre de CO2, pour produire une livre de pois chiches. Et je rappelle de nouveau que la livre de cannabis produit
3000 livres de CO2. Il y a des spécialistes, et c'est normal, qui remettent en cause les calculs de Mills. Pas de problème, hein? L'idée, c'est de commencer à réfléchir rapidement aux problèmes causés par l'industrie, tout en réfléchissant au fait que la production extérieure sera toujours moins stressante pour l'environnement. Une autre étude de 2015 démontre qu'une opération de style bunker, de 5000 pieds carrés seulement, consommait plus de 40 000 kWh par mois, alors qu'une maison moyenne, dans le même coin, utilisait seulement 630 kWh. 40 000 d'un côté, 630 de l'autre. Combien de temps, alors, avant que l'industrie ne subisse des restrictions imposées par un législateur? En Oregon, dans le coin de Portland, il y a des pannes qui sont causées par une trop forte demande spontanée des producteurs autorisés. Je ne connais pas les statistiques pour le Québec, mais j'ai lu que chez certains producteurs autorisés, il peut y avoir jusqu'à 30 changements de température par heure. Ça s'appelle des micro-ajustements, j'imagine. Mais tout ça peut avoir un impact sur Hydro-Québec. J'ai trouvé une comparaison que je trouve plus amusante à partager. L'énergie utilisée pour produire un joint de pot permet de produire 18 litres de bière. Hein? 18 litres de bière, ça fait beaucoup de buzz comparé à un joint. Il est quelle heure? Hein? Oh! Juste un instant, c'est l'heure. Hé, MJ! Oui. Merci. Oui, la semaine prochaine. Bye. OK. Je me ramasse. Des fleurs de cannabis produits à l'extérieur, il y en a peu à la SQDC. Il y en a, mais il y en a peu. Il est donc difficile de faire des comparaisons ici et maintenant qui soient vraiment parlantes. Par contre, on peut facilement imaginer que l'avènement des bunkers pour la culture du cannabis est une solution récente dans l'histoire de l'humanité. Le gouvernement canadien, pas plus que celui de la province du Québec, ne s'intéresse, pour l'instant, aux conséquences environnementales de l'industrie du cannabis. Si on se fie à l'histoire récente de l'industrie québécoise du cannabis, il est clair qu'il n'y a que le consommateur qui soit réellement, vraiment alerté aux problèmes de pollution. La saga du recyclage des pots de plastique, une initiative qui ne venait pas de la SQDC, de ce point de vue-là, est totalement limpide. J'ai vu passer une ou deux initiatives de producteurs autorisés qui disaient avoir un plan. Mais pour l'instant, je pense qu'il n'y a pas eu encore de développement. Il y a une intention, et c'est louable. Est-il possible de produire en bunker à l'intérieur sans nuire à l'environnement? Probablement. Mais ça va coûter beaucoup plus cher et la différence de prix sera à la charge du consommateur, ça va de soi. Et c'est là que le marché noir reviendrait probablement en force. Personne ne va investir davantage pour protéger l'environnement si cela se solde par une diminution des ventes à cause d'une augmentation des prix. Alors, à court terme, que peut faire le consommateur? Il peut d'abord constater que les coûts de production des producteurs autorisés descendent à chaque année. Les meilleurs sont à moins de 1 $ de coût de production par gramme à l'intérieur. La moyenne, en général, tourne à un peu moins de 2 $. Les coûts en extérieur descendent aussi. On parle de moins de 10 sous le gramme au Canada depuis 2 ou 3 ans. Et certains ont évoqué 3 sous le gramme aux États-Unis sur de très grandes surfaces. Attendez de voir le coût du gramme en Amérique du Sud. La Colombie, par exemple, fait déjà des miracles. Mais c'est une saga pour une autre fois. À défaut d'avoir une grande sélection de produits de qualité cultivés à l'extérieur, le consommateur peut porter son choix sur les produits cultivés en serre, par exemple. De plus en plus de producteurs autorisés se mettent à la serre, qui serait l'entre-deux parfait, selon les vendeurs de serre, évidemment. Là aussi, il y a une industrie qui prospère dans la tomate et les concombres, entre autres. Une industrie, donc, qui désire sa part du gâteau. C'est normal. Il y a quelques acteurs québécois très actifs qui convoitent le marché du cannabis avec un appétit non dissimulé. Vous vous souvenez des 2 questions que j'ai posées en intro? 1. Le meilleur pot, c'est du pot intérieur ou extérieur? Et 2. Avez-vous déjà goûté du pot de terroir? Personnellement, après la conception, la production de cet épisode,
je me pose plus de questions que jamais. Oui, je crois que le pot qui pousse à l'extérieur est aussi bon que celui qui pousse en intérieur. Et 2, oui, j'ai déjà goûté du pot de terroir, mais on était loin de l'ensemble des virtualités possibles par ce concept. On était plus dans une forme d'improvisation éduquée. Ce qui est clair, par contre, c'est qu'à qualité plus ou moins égale, je vais toujours préférer le pot d'extérieur pour son empreinte environnementale. L'arrivée d'une once de pot extérieur avec un bon taux de THC va être probablement le premier signal d'une once à moins de 100 $ à la SQDC. Une barrière que la SQDC maintient bien en place pour l'instant et qui devrait sauter dès qu'un producteur avec un certain volume pourra livrer, semaine après semaine, des fleurs extérieures gorgées de THC. Et si jamais la SQDC ne s'intéressait pas à ce type de produit, il y a tout le reste du Canada pour exporter. Alors, la promesse de cannabis qui ne met pas à mal l'environnement va être une pub incroyable pour les producteurs autorisés qui oseront les premiers se parer de cette vertu. Sans même être bio d'ailleurs, hein? Pas obligatoirement en tout cas. Alors que la catégorie bio progresse à toutes les semaines dans l'alimentation, l'industrie du cannabis, elle, roule avec les schémas du marché noir encore. Le bio y est vu comme une sorte d'hérésie, pour ne pas dire parfois comme une niaiserie. M. Sutton, que j'ai évoqué dans l'introduction de l'épisode, après avoir présenté les dangers de la culture intérieure, a finalement décidé de ne pas se lancer dans la culture en plein air. Il a adopté la voie du centre. Et c'est quoi cette voie? C'est la serre. Une serre n'est pas un bunker, ni une parcelle toute bête. C'est un engin technologique capable d'utiliser massivement la puissance du soleil. S'agit-il d'un mariage parfait entre les deux cultures classiques, intérieur-extérieur? Je n'ai pas encore de réponse à cette question, mais il me semble que ça pourrait faire un bel épisode. Qu'est-ce que vous en pensez? À suivre, en tout cas. Et voilà. C'était le 92e épisode de Top Pot. Questions, commentaires, critiques, n'hésitez pas à m'écrire. lucprévost@hotmail.com. Je vous remercie évidemment pour vos partages, votre écoute et vos suggestions. Allez, bonne semaine, beaucoup de bien-être et bon chanvre.